Le vendredi 16 février 1770, Catherine Berthe descend la rampe de la Pousterle, les mains liées par un morceau de tissu. Elle est amenée dans la prison où elle avait été enfermée quelques semaines plus tôt. À la question du juge lui demandant de se présenter, elle répond « Je suis Catherine Berthe, veuve de François Roux. Il était travailleur de terre à Saint-Restitut, en Dauphiné, à demi-lieue de Saint-Paul, les Trois-Châteaux. J'ai 58 ans et je suis originaire de la Garda-des-Mares, lieu de ma patrie. » Avez-vous été élargi des prisons ou d'autorités de justice? Ou vous êtes-vous évadé? Des prisons de Roquemaure, où j'étais enfermée sur une fausse accusation, j'ai été conduite à celle du Saint-Esprit et de celle-ci à celle de Nîmes. Puis de celle de Nîmes, je fus renvoyée à celle de Saint-Esprit et en route, me trouvant à Bagnoles pour retourner à Nîmes, je me suis évadée le 25 novembre dernier. Voilà donc une femme qui s'identifie par rapport à son mari défunt. À cette époque, les femmes du commun n'avaient pas véritablement d'identité sociale propre. Elles étaient toujours identifiées par rapport à un parent de sexe masculin, un père, un mari, un tuteur. Dans cette affaire, les autorités recherchent un homme à l'œil tiré. Il est soupçonné d'avoir assassiné un couple de métayers chez eux la nuit, ce qui aggrave le crime. Le suspect étant un étranger, on arrête tous les vagabonds et gens sans aveu présents dans la ville. La veuve Berthe fait donc partie du lot. Sans mari, de nombreuses veuves de basse condition se retrouvent seules à la rue. Elles trouvent dans des groupes de vagabonds une compagnie et une solidarité. Le 15 septembre 1596, une délibération du Conseil mentionne la veuve de François Brault sans la nommer en particulier. Les officiers de justice ont ordonné au consul de la sortir de la ville à peine de l'amende de 10 écus. Soupçonnée de lèpre, ses biens seront vendus à Lancan afin de payer la léproserie où elle finira ses jours. En 1724, la veuve Centenier s'investit corps et âme dans le soin des pauvres malades à l'hôpital où elle est logée et nourrie. Bonjour, je suis la veuve Centenier. L'année suivante, elle n'a plus assez de force pour cette charge, mais les consuls l'assurent du gîte et du couvert jusqu'à sa mort, en remerciement de ses pieux services. Quand les veuves ne sont pas seules, la vie est moins hasardeuse. Voilà la demoiselle Aubarel venue se plaindre à l'hôtel de ville d'une surcharge fiscale. Cette démarche est une aubaine pour l'historien qui voit les conseillers discuter entre eux de cas précis, faisant apparaître des détails sur la structure familiale et les différents revenus du foyer. C'est vrai que ma situation a évolué positivement puisque mes 4 enfants sont restés avec moi et certains travaillent eux-mêmes. J'ai placé 2 enfants chez les pères doctrinaires à Avignon. L'aîné est marchand droguiste en ville. J'ai une fille qui y travaille dans une filature de soie. Mais mon fils le plus jeune est capité comme les domestiques. Le consul. C'est qu'il travaille parfois. Nous savons qu'il fait son labeur régulièrement chez les Corançons de Saint-Géniès de Comolas et ici dans leur métairie. D'autres veuves succèdent à leur mari à la tête d'une belle fortune. La demoiselle de Corançon compte faire un don à la ville, mais elle fixe une condition bien précise, 1500 livres payés en 2 fois. Pour sa fidèle servante, elle exige la mise à disposition à perpétuité d'une chambre dans l'hôpital, et cela à partir du jour de son décès. Le conseil s'y engage. Pour l'honorer, la municipalité fera faire un portrait de la demoiselle de Corançon dans un cadre doré que l'on placera dans la salle du bâtiment que l'on va construire grâce à cette donation. Le sieur Bourgeois, peintre à Avignon, est choisi pour être l'auteur du portrait.